Les New-Yorkais ont la réputation d'être tenaces et ils sont fiers de l'être. Ce n'est pas un ouragan qui va nous faire peur. Face à l'adversité, ils se montrent opiniâtres. Mais le 29 octobre 2012... Une onde de tempête record vient d'envahir le sud de Manhattan. Ils ont trouvé un adversaire à leur mesure. C'est fou! Ça emporte tout! Ce jour-là, l'ouragan Sandy s'est abattu sur la ville. Nous sommes au cœur de la tempête. New York n'avait jamais connu d'ouragan plus dévastateur. Des vents puissants poussent une onde de tempête de plus de 4 mètres de haut. Elle envahit une surface de 132 km². Le bilan, 70 000 logements endommagés. Un quartier réduit en poussière. Nombre d'infrastructures totalement paralysées. Et 43 morts. Cet ouragan était-il un événement exceptionnel ou se généralisera-t-il dans l'avenir? Une nouvelle ère s'ouvre pour la Terre. Les gaz à effet de serre générés par les activités humaines se concentrent dans notre atmosphère. Ils forment un couvercle qui retient la chaleur du Soleil. Le climat de notre planète change. Les incertitudes sont légion. Mais les spécialistes sont unanimes. La Terre et les océans se réchauffent. Les eaux chaudes gagnent sur les eaux froides. Et les glaciers fondent. Résultat, le niveau des océans s'élève. Les villes côtières sont particulièrement vulnérables aux tempêtes. Le changement climatique fait monter les eaux, ce qui augmente les risques d'inondation. Aux États-Unis, le problème dépasse New York et le New Jersey. Miami, la Nouvelle-Orléans et Charleston sont en danger. Avec l'élévation du niveau marin, des ouragans moins puissants qu'Andrew ou Katrina pourront provoquer des inondations sur les zones côtières. Dans le monde, des milliers de kilomètres de littoral sont menacés. En Chine, en Inde, au Japon. Les zones littorales sont de plus en plus peuplées. Il est urgent de trouver des solutions pour nous préparer à affronter l'avenir. Comment parer à toutes les éventualités? Faut-il construire des murs pour isoler les villes de la mer? Les zones trop difficiles à protéger doivent être abandonnées. Nous devons commencer à quitter les zones les plus exposées. Les New-Yorkais ne peuvent pas et ne veulent pas abandonner leur front de mer. C'est l'un de nos plus grands atouts. Peut-être y a-t-il une autre voie plus naturelle. Sandy doit déclencher un sursaut national. C'est la nation tout entière qui doit se préparer à affronter ce type de risque. Or, nous sommes loin d'être prêts. Dan Mundy est pied à la retraite. Il habite l'un des quartiers inondables de New York, Broad Channel. C'est un îlot situé au milieu de Jamaica Bay, à l'extrémité sud de Queens. L'altitude au-dessus du niveau de la mer est de 1,20 m. C'est un endroit exceptionnel et très différent du reste de la ville. Quand les gens découvrent ces lieux, ils nous disent « c'est magnifique, quel panorama !» Dan Mundy a construit un mur pour protéger sa maison.
Voilà mon rempart. Il y a 250 tonnes de pierre. Il n'a pu retenir l'onde de tempête. C'est un mur assez haut. Mais Sandy est passé par-dessus. C'était surréaliste, cette tempête. Rien n'était assez haut ou assez solide pour lui résister. Et rien ne nous dit que ça ne se reproduira pas. Sandy a dévasté la péninsule de Rockaway, située à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Le quartier de Red Hook, à Brooklyn, 2,40 m au-dessus du niveau de la mer. Staten Island, 1,20 m. Le sud de Manhattan, environ 2,40 m à Battery Park. Au New Jersey, Sandy a provoqué des inondations de Hoboken à Haiti. Cela va se reproduire. Mais quand et à quelle fréquence? C'est une tendance durable. Le niveau des eaux ne va pas redescendre. C'est une certitude absolue. En revanche, on ignore à quelle vitesse les eaux vont monter. Au cours du siècle dernier, dans la région de New York, le niveau de la mer s'est élevé de 30 cm. Un phénomène principalement dû à l'affaissement des sols. D'énormes blocs se détachent des glaciers et se dirigent vers la mer. David Holland étudie le niveau des océans. C'est ce qui l'a amené ici, dans les eaux dangereuses du fjord de Jakobshavn. On dit que l'iceberg qui a coulé le Titanic venait de ce redoutable glacier. Les icebergs roulent sur eux-mêmes et peuvent emporter un navire avec eux. David Holland est mathématicien. Mais s'il est ici, c'est parce qu'il ne fait pas confiance aux chiffres. La fonte des glaces n'est pas un phénomène récent. Les glaciers du Groenland reculent lentement depuis la fin de la dernière période glaciaire. Mais il semble qu'avec le réchauffement climatique, le mouvement de la glace vers la mer s'accélère. Pour David Holland, ce phénomène s'explique par le réchauffement de l'eau. Lorsqu'un glacier glisse sur le socle rocheux, sa base entre en contact avec l'eau salée. En 1997, El Niño a perturbé les courants océaniques. Dans la zone du fjord, la température de l'eau a augmenté de près de 2 degrés. Le glacier s'est alors mis à fondre plus rapidement. Au XXe siècle, il avait perdu près de 13 km. Au XXIe siècle, il a reculé de 14 km. David Holland cherche l'explication de ce phénomène. Essayons de déterminer la façon dont les courants chauds se comportent à proximité des calottes polaires. Comment se fait-il que les eaux soient tantôt chaudes et tantôt froides? La réponse à cette question contient la clé de l'évolution du niveau marin. Je vais lancer la sonde. D'accord. Ces sondes descendent à près de 100 mètres de profondeur. Elles permettent de mesurer la température de l'eau, car l'eau n'est pas identique partout. Près de la surface, la mer est moins salée. Elle a reçu les eaux douces de la fonte des glaciers. En général, l'eau froide plonge vers le fond, mais pas ici. L'eau douce est moins dense. Elle remonte donc à la surface de l'océan. La couche d'eau salée, plus dense et plus chaude, glisse sous l'eau froide. Ce courant marin chaud vient des tropiques. Il emprunte le Gulf Stream jusqu'au Groenland. Ces eaux grignotent la base du glacier qui se fragmente. Les icebergs ainsi créés augmentent la quantité d'eau dans les mers. Cette dynamique entre la glace et l'océan reste mystérieuse. Pour l'étudier, David Holland dispose de sondes fixes. Elles vont rester immergées 1 an. Certaines sont transportées par hélicoptère.
équipe même les phoques de capteurs. On sait peu de choses sur le déplacement et la fonte des glaciers. Pas seulement au Groenland, mais aussi en Antarctique. Si on faisait fondre l'Antarctique, on ferait monter le niveau des eaux de 60 mètres. Une telle hausse submergerait toutes les villes de la côte est des États-Unis et la péninsule de Floride. Mais ça n'est pas près d'arriver. Dans leur grande majorité, les glaces de l'Antarctique sont stables. Mais dans l'ouest du continent, certains glaciers reposent sur les fonds marins, ce qui les rend plus vulnérables à la fonte. En 2002, la plateforme Larsen B, une barrière de glace de 3900 km², s'est effondrée. Derrière elle, le glacier s'est retrouvé exposé à une fonte rapide. David Holland craint que le phénomène ne se reproduise sur des glaciers voisins. Ce sont des zones immenses et l'eau chaude passe tout près. Si les courants océaniques chauds de l'hémisphère sud atteignaient ces glaciers, ce serait la catastrophe. Il reste encore beaucoup d'inconnus. Mais selon les dernières estimations, le niveau des mers devrait s'élever de 60 cm à 1,50 m d'ici 2100. Pour David Holland, il faut se préparer à bien pire pour protéger les villes côtières. Pour moi, si on veut se montrer prudent et prendre toutes les précautions possibles, il faut construire des murs de 3 mètres. David Holland a pu constater par lui-même les menaces qui pèsent sur le littoral, car il habite ici, au cœur de Manhattan. Avec sa femme Denise, il occupe un appartement situé en hauteur. Lorsque Sandy a frappé, ils étaient au sec. Et puis, la ville a été plongée dans la nuit. Pendant 5 jours, elle s'est retrouvée privée d'électricité, de chauffage et d'eau. C'était surréaliste. Une tempête a désorganisé cette ville et ses énormes infrastructures. C'était le chaos. Sandy a bouleversé la vie de 250 000 New-Yorkais. Les infrastructures de la ville n'ont pas résisté à l'ouragan. La centrale électrique de la Consolidated Edison est située au bout de la 14e rue, au bord de l'East River, à 1,80 m au-dessus du niveau de la mer. Eau et électricité ne font pas bon ménage. L'électricité qui alimente le sud de Manhattan circule via ces transformateurs. Pendant plus de 50 ans, les murs de 3,35 m ont suffi à les protéger des inondations, à soulever l'East River de 4,30 m au-dessus du niveau de la mer. On était parés pour la crue centenale jusqu'ici, et les eaux ont submergé ce cabestan. L'eau salée s'est infiltrée dans les installations. Le disjoncteur était près du niveau de la mer. Quand l'eau a monté, il a sauté et entraîné l'arrêt du transformateur. C'est ce qui a généré un gros éclair de lumière. Ensuite, la panne s'est propagée partout via les autres relais. Et au final, on a coupé la centrale. La Consolidated Edison veut être prête à affronter le prochain ouragan. Le fournisseur d'électricité s'équipe de 180 portes en aluminium pour renforcer la protection de sa centrale électrique. En cas de nouvel ouragan accompagné d'une même onde de tempête, nos clients ne seront pas privés d'électricité. Sous les trottoirs de la ville, on installe des équipements résistants à l'eau. Tous ces équipements sont submersibles. Même sous l'eau, les appareils continueront à fonctionner normalement. Les technologies intelligentes permettront bientôt de piloter le réseau à distance et de réduire les coupures d'électricité. À long terme, nous allons intégrer les dernières données climatologiques pour optimiser la protection de nos installations. Le réseau électrique n'a pas été le seul touché.
Dans l'ouest de Manhattan, l'opérateur téléphonique Verizon a vécu des heures sombres. En 100 ans d'existence, aucune catastrophe n'avait causé plus de dégâts sur notre réseau filaire que l'ouragan Sandy. Le siège mondial de Verizon se trouve au 140 West Street. Le bâtiment est situé à 230 mètres de l'Hudson, à environ 1,70 m au-dessus du niveau de la mer. En temps normal, l'entrée art déco de l'immeuble est rutilante. Le 29 octobre 2012, elle s'est transformée en piscine. L'eau s'est engouffrée par les portes avant et arrière de l'immeuble. Elle s'est ensuite infiltrée dans les cages d'ascenseur, a dévalé les escaliers pour envahir nos 5 niveaux en sous-sol. Le cœur de Verizon se trouve au sous-sol. Les câbles téléphoniques, ces fils de cuivre acheminent les signaux vers les postes fixes des clients. Au niveau inférieur, une pompe au diesel alimente les générateurs de secours du 10e étage. Cette pompe n'est pas étanche. Son arrêt entraîne une réaction en chaîne. Sans la pompe, pas de courant. Et sans électricité, ces machines cruciales cessent de fonctionner. Les compresseurs d'air. Pour éviter les infiltrations, les câbles sont pressurisés, car l'eau et surtout l'eau salée détruit le cuivre. Le réseau a été détruit par un seul ouragan au cours d'une nuit dévastatrice. Au matin, la quasi-totalité des lignes fixes du sud de Manhattan étaient coupées. Le tout en plein cœur de la capitale financière des États-Unis. De ce chaos est sortie une petite lueur d'espoir, la fibre optique. Ces longs fils de verre ultra fins, capables de transmettre voix et données, sont plus performants que les câbles de cuivre. Et ils sont imperméabilisés. Au lendemain de Sandy, l'opérateur a entrepris de remplacer la totalité de son réseau du sud de Manhattan par de la fibre optique. Cette tâche titanesque a été réalisée en seulement 6 mois. En tout, Sandy a coûté plus de 735 millions d'euros à l'opérateur. Quant à la pompe, elle est désormais dans un caisson étanche, fermé par un sas. Le plus grand défi à venir sera de protéger le métro de New York. Ce système de transport est le plus vaste du pays. Sandy a causé ici 3,7 milliards d'euros de dégâts. La station de South Ferry a été la plus durement touchée. Située à l'extrémité sud de Manhattan, elle avait été construite il y a 3 ans pour un coût de 405 millions d'euros. Après Sandy, elle n'était plus que ruine. La coupable, c'est sans doute cet assemblage de planches de 60 cm par 245. Après avoir dérivé dans les eaux tumultueuses, elle a enfoncé la barrière de fortune érigée devant la bouche de la station. Elle a dû faire comme un bélier. L'onde de tempête l'a projetée sur la barrière et c'était fini. On ne sait pas d'où ces planches sont venues. Je ne veux accuser personne, mais elles sont bien arrivées de quelque part. 230 millions de litres d'eau se sont engouffrés dans la station, jusqu'à la remplir presque complètement. On fait ce qu'on peut pour prévenir la catastrophe. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'empêcher? À l'approche de Sandy, tous les employés étaient sur le pont. Ils ont tenté de détourner l'eau avec des barrages gonflables, des sacs de sable et du contreplaqué. En vain. Des stations, des dépôts et 9 tunnels ont été inondés. L'eau arrivait de partout. On ne pouvait pas l'arrêter. Il aurait fallu Superman.
Le tunnel routier qui relie Brooklyn au sud de Manhattan a connu le même sort. On a abandonné la partie et évacué tout le monde. Il faut partir! 300 millions de litres d'eau de mer se sont engouffrés dans le tunnel, le remplissant presque complètement. Les équipes de maintenance ont rapidement remplacé plaques de plafond, éclairage, caméras et équipements de communication. Le tunnel a ainsi pu être rouvert à la circulation 2 semaines après l'ouragan. Mais il faudra des années de travail pour remettre l'installation en état. L'université de West Virginia a aussi eu l'idée d'un énorme bouchon gonflable. Des menuisiers ont érigé un mur en contreplaqué, là où l'eau s'est engouffrée. Mais à long terme, ces mesures à petite échelle pourront-elles suffire? Si j'avais rendu cette station étanche et que les 250 millions de litres qu'on a dû pomper hors du réseau n'étaient pas entrés, où l'eau serait-elle allée? Dans les rues, les sous-sols et les rez-de-chaussée de tous les immeubles des alentours. Il ne suffit pas d'empêcher l'eau d'entrer. Il faut une concertation au niveau de toute la région pour décider de la meilleure façon de gérer un tel phénomène. Comment protéger une région aussi densément peuplée face à la montée des eaux? Pour le savoir, les spécialistes se tournent vers un pays en lutte perpétuelle contre l'eau, les Pays-Bas. Ce territoire est situé en majeure partie sous le niveau de la mer. On se demande pourquoi les gens sont venus s'installer là. C'était un lieu extrêmement hostile. C'est un delta très marécageux. D'où l'utilité de ces engins. Les moulins à vent sont en réalité des pompes à eau. Quand les ailes tournent, elles transmettent leur mouvement à la roue, puis au reste du mécanisme qui entraîne la vis. Cette vis d'Archimède géante pompe l'eau hors de la plaine inondable. Ils ont été construits vers 1450 et nous ont permis de coloniser des zones qui étaient auparavant inhabitables. Et puis bien sûr, il y a les digues, d'immenses levées de terre bâties pour retenir les eaux. Les Néerlandais défendent leur pays contre la mer depuis plusieurs siècles. Et le terme de défense implique que l'on considère l'eau comme un ennemi. À l'hiver 1953, l'ennemi a eu le dessus. Un violent ouragan s'est abattu sur la mer du Nord. En l'espace d'une nuit, plus de 1800 personnes ont perdu la vie. Des dizaines de milliers de gens se sont retrouvés sans abri et 1 million d'animaux ont été noyés. Dans ma famille, on sait ce que c'est que de voir sa maison détruite par l'eau. Après cette inondation, nous avons décidé que ça n'arriverait plus jamais. D'où la mise en place du plan Delta. Jos Geluk est l'un des ingénieurs du plan Delta. Un gigantesque système de défense contre les inondations maritimes lancé après la catastrophe de 1953. Barrages, digues, écluses et levées. Ils ont ensuite construit l'arme ultime contre l'eau, d'immenses barrières barrant l'embouchure des cours d'eau et les estuaires. Le port de Rotterdam est ainsi défendu par 2 énormes portes. Dès que la mer du Nord se fait menaçante, elle se ferme. À 80 km au sud-ouest de Rotterdam, ils ont érigé un barrage anti-tempête de 9 km de long. Pour abaisser ces 62 glissières, il suffit d'appuyer sur un bouton.
Ce plan a été conçu pour résister à des inondations qui surviennent une fois tous les 4000 ans. Ce type d'infrastructure peut-il sauver New York de la montée des eaux? Les Américains sont en train de prendre conscience de la menace venue de l'océan. Et ils vont investir dans la protection de leur pays contre l'eau. Pour un Néerlandais, il est surprenant qu'une ville de la taille de New York, avec un tel nombre de gens exposés au danger, ne dispose d'aucune protection, pas même une digue. Jeroen Hertz est professeur à l'Institut d'études environnementales d'Amsterdam et spécialiste de la gestion des risques. Comme nombre de ses confrères, c'est un partisan convaincu des infrastructures géantes. Selon lui, New York doit construire des murs pour se protéger de futurs ouragans. Si le niveau des eaux monte rapidement, les barrières seront nécessaires. Mais la région compte une grande quantité de bras de mer. Pour protéger les États de New York et du New Jersey, il faudra bâtir un système de barrières placées en des points stratégiques. Un plan d'action prévoit la construction d'un immense ouvrage de protection sur les Narrows, le détroit qui sépare Staten Island de Brooklyn. Le concept serait la combinaison de deux infrastructures hollandaises, une barrière géante à glissière et deux portes monumentales. Le second plan est encore plus ambitieux. Une barrière anti-tempête de 8 km relierait Sandy Hook à la péninsule de Rockaway. Jonathan Goldstick est ingénieur. Cette barrière lui tient à cœur. Mais il admet qu'un tel projet se chiffre en dizaines de milliards d'euros. L'analyse coût-avantage n'est pas clairement positive. Mais c'est un bon retour sur investissement. Et la structure retient vraiment l'eau. Mais si le niveau des eaux continue de monter, ces infrastructures ne suffiront pas. Cette barrière est une mesure de protection à court terme. Elle nous permettra de mettre en œuvre un plan pour préparer la ville contre de futures montées des eaux. Si j'étais roi de New York, je la construirais. Cette barrière risque de donner aux New-Yorkais l'impression d'être protégés. Elle incite à éluder les vraies questions et une réflexion en profondeur sur l'aménagement du territoire. On pourrait se dire, c'est génial, il n'y a que des avantages. Mais en réalité, on ne fait que repousser le problème. Même à court terme, ces barrières ne présentent pas que des avantages. Les Hollandais en ont fait les frais. Le plan a eu des conséquences inattendues. La volonté de retenir l'eau a eu des effets néfastes sur l'environnement. Les barrages permanents ont entraîné la formation d'eau stagnante envahie par les algues toxiques. Les structures permanentes et les îles artificielles réduisent de 30% le volume des marées. Or, le flux et reflux sont grands pourvoyeurs de sédiments. Les bancs de sable, les zones humides et les parcs à huîtres disparaissent, et avec eux la protection naturelle qu'ils fournissaient. C'est pour cette raison que les Néerlandais s'orientent aujourd'hui vers une nouvelle approche et tâchent d'être moins interventionnistes. Lorsqu'on veut domestiquer l'eau, on crée souvent plus de problèmes qu'on n'en résout. C'est particulièrement évident au cœur de l'Amérique, sur le Mississippi. Depuis le 19e siècle, le corps des ingénieurs de l'armée, l'équivalent des ponts et chaussées, tente de prévenir les inondations. Il a construit des remblais pour obliger le Mississippi à rester dans son lit. Et pour prévenir l'érosion, des plaques de béton articulées ont été déposées le long des berges. Au XXe siècle, nous avons isolé le fleuve de son delta.
pratiquement éliminé le risque d'inondation tout autour du Mississippi. Denise Reed est géomorphologue. Elle sait qu'il est dans la nature des fleuves de déborder. C'est pourquoi ici, dans les bayous, au sud de la Nouvelle-Orléans, elle vit dans une maison sur pilotis. Pour elle, le combat contre les inondations a transformé le Mississippi en un gigantesque tuyau de béton. Les sédiments qui sont évacués au bout du Mississippi, au bout de ce tuyau qu'on a construit, se déversent dans des eaux assez profondes. Ce n'était pas le cas auparavant. Pendant des milliers d'années, les sédiments se sont déposés dans tout l'estuaire du fleuve. Ils ont ainsi créé les vastes plaines marécageuses du delta du Mississippi. Désormais, le delta souffre d'une carence en sédiments. Toutes les 40 minutes, une zone de la taille d'un terrain de rugby est engloutie par les eaux. L'eau grignote peu à peu la plaine. Depuis les années 1930, nous avons perdu une surface de plus de 5000 km². C'est énorme. Pourtant, ces marécages constituent une défense naturelle efficace contre les tempêtes. Ils agissent comme des ralentisseurs géants. Dans le jargon de la prévention des risques côtiers, c'est ce qu'on appelle une solution douce. La Nouvelle-Orléans est située au cœur du delta du Mississippi. La ville, ravagée par l'ouragan Katrina en 2005, commence à retrouver un peu de sa joie de vivre. Désormais, elle est protégée par 214 km de barrières, de digues, de murs anti-inondation, de portes et de stations de pompage. Ce projet, construit par le corps des ingénieurs de l'armée, a coûté 10,7 milliards d'euros. C'est un modèle en matière d'ouvrages lourds de protection. Nous avons repoussé le périmètre, c'est-à-dire que nous sommes allés au-devant de l'onde de tempête au lieu de la laisser entrer dans la ville. En août 2012, l'efficacité de ce système a subi son premier test, l'ouragan Isaac. Des vents de 130 km/h et une onde de tempête inférieure de seulement 60 cm à celle de Katrina se sont abattus sur la ville. Cette fois, la Nouvelle-Orléans n'a pas été envahie par les eaux. Mais la ville est située en dessous du niveau de la mer. Pour Denise Reed, sans un changement de méthode, elle ne sera pas longtemps en sécurité. Une ville qui n'est séparée de l'océan que par une digue n'est pas aussi bien protégée de la mer qu'une ville qui dispose à la fois d'une digue et d'une vaste zone de marécage. C'est évident. Selon les scientifiques, la ville et les marécages sont en train de s'enfoncer. Alors l'État de Louisiane déverse des millions de tonnes de sable pour recharger les barres et les marécages. On cherche à reproduire la façon dont la nature disperse les sédiments du Mississippi. La ville de New York peut-elle trouver un compromis entre les ouvrages lourds et les solutions douces? On va tirer les cordes et les examiner. Kate Orff est paysagiste. Elle a une préférence pour les solutions douces. Voici une moule commune. On espère l'avoir colonisé la corde. Selon Kate Orff, ces mollusques pourraient sauver le port de New York. Les moules sont ce qu'on appelle une espèce clé de voûte. C'est la pièce maîtresse du dispositif imaginé par la paysagiste. Les écosystèmes et la vie marine peuvent jouer un rôle dans la création d'un port résilient. Au cours des siècles passés, nous avons appris qu'on ne peut pas cloisonner les problèmes. Nous vivons dans un écosystème où tout est intimement lié. Dan Mundy est lui aussi un apôtre des solutions douces, surtout dans les marais salants de Jamaica Bay. Quand on était gamin, on passait notre temps à naviguer dans ces marais. On connaissait la topographie des îles et la largeur de chaque chenal comme notre poche. On savait où se trouvait chaque virage.
Dans les années 1990, il a remarqué un changement. Les chenaux sont devenus plus larges. Les ouvertures sur la mer se sont agrandies jusqu'à devenir de grandes trouées. À l'aide de cartes et photographies aériennes anciennes, Dan Mundy et son fils ont pu mesurer l'ampleur des dégâts. Quand on a regardé les photographies des marées vues du ciel, on s'est aperçu que tout l'intérieur était grignoté. C'était comme un cancer qui les détruisait du dedans. Les Mundy ont alors contribué au lancement d'une enquête scientifique. Il s'est avéré que Jamaica Bay perdait chaque année 13 hectares de marais. Et les chercheurs ont fini par trouver le coupable. Les eaux polluées tuent la végétation. Les racines de ces plantes sont comme des artères qui s'étendent partout. Sans le tissu de végétation qui les relie, les îles de sable se dissolvent. Depuis des années, les Mundy se battent pour la préservation des marais. Aujourd'hui, la pollution est en baisse et la qualité de l'eau remonte. Ils ont contribué à lever des millions d'euros pour reconstruire plusieurs îles, dont celle-ci. Des bénévoles replantent les herbes aquatiques pour retenir le sable. Vous avez vu, la plante fait des rejets. Ces jeunes pousses, c'est la chose la plus encourageante que j'ai vue depuis le début de ce projet. Ça veut dire que la végétation commence à s'établir. On va pouvoir laisser la zone évoluer seule. Face à la montée des eaux, les Mundy sont en première ligne. Mais ils se sont trop battus pour abandonner leur île. On ne bougera pas. Est-ce qu'on s'en va après une tornade, une coulée de boue ou un incendie? Si on suit ce raisonnement, il y a beaucoup de régions dans le monde qu'on ne peut pas habiter. Nous allons retrouver une eau de qualité, reconstruire les marais, contribuer à la résilience de la ville et à protéger le littoral. Dans leur combat, les Mundy ont trouvé un allié inattendu. Le corps des ingénieurs de l'armée a tiré les leçons de ses erreurs dans le Mississippi. Désormais, il semble opter pour les solutions d'eau. C'est lui qui a construit les nouvelles îles. Il faut construire un estuaire sain, avec des marais salants et des îles qui absorbent les vagues. On peut combiner les infrastructures lourdes et vertes. Les lourdes, ce sont nos constructions traditionnelles en béton. Et les vertes, ce sont les solutions douces. On connaît bien les structures lourdes, on commence à connaître les solutions naturelles, mais on ne sait pas encore comment les combiner. Alors, le corps se concentre sur le sable. Il recharge les plages des Rockaway et de Jersey City, une forme de protection qui a fait ses preuves. Pour l'instant, on a surtout mis en œuvre des solutions douces. Réintroduire du sable sur les plages de sable. L'idée est de gagner du temps pour élaborer une solution durable qui sera plus complexe. Pour la plupart des spécialistes, les solutions douces ne suffiront pas à protéger New York d'un nouvel ouragan de catégorie 3. L'ancien maire de la ville, Michael Bloomberg, a lancé un plan de 15 milliards d'euros pour renforcer les défenses de sa municipalité. Ce plan, non retenu par le nouveau maire Bill de Blasio, prévoyait la construction de petites barrières et de digues à des points stratégiques. Pour Michael Bloomberg, les nouveaux quartiers comme celui-ci constituent la meilleure défense contre l'océan. Arverne by the Sea est situé sur la péninsule de Rockaway. Ici, les résidences ont été surélevées à 3 mètres au-dessus de la plage. Elles sont en outre équipées d'un système de drainage pour les marées de tempête. À la différence des quartiers voisins, elles ont peu souffert du passage de Sandy. C'est le principe même de la résilience. On ne peut pas lutter contre l'eau, mais on peut construire un habitat capable en quelque sorte de l'absorber et qui ne sera pas détruit en cas d'ouragan. Il faut accepter de laisser entrer l'eau. Ce changement de paradigme est précisément la tendance actuelle aux Pays-Bas. Les fondements mêmes de notre système de prévention des risques liés à l'eau sont soumis à une révision très critique.
Au milieu des années 1990, les Pays-Bas ont connu des inondations dévastatrices. Cet événement a coïncidé avec la publication de rapports alarmants sur les effets du changement climatique. La région allait connaître à la fois une montée des eaux et une augmentation des précipitations. Il fallait désormais compter avec des crues plus importantes des cours d'eau, mais aussi à une montée du niveau de la mer. C'est un problème, parce que les rivières se jettent dans la mer. Si le niveau de la mer monte, les cours d'eau auront du mal à s'y déverser librement. Le gouvernement néerlandais a donc lancé un plan appelé « Plus d'espace pour le fleuve ». Dans les zones les plus exposées aux inondations, on a demandé aux fermiers de partir. Leurs terrains ont été rachetés afin de pouvoir déplacer les digues. Ainsi, en cas de débordement, les cours d'eau inonderont des zones vides sans endommager l'habitat ou le tissu économique. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre la terre au système hydrographique. C'est un grand pas en avant. Les terres agricoles ne sont pas les seules impliquées dans ce vaste plan. À Nimègue, on redessine le paysage pour faire de la place au Vaal. On a ainsi détruit une péninsule pour ne laisser qu'une petite île. Après des siècles passés à changer l'eau en terre, les Néerlandais ont atteint les limites de leur génie bâtisseur. Il n'est pas possible de protéger tout et toujours. Est-ce le début d'un recul stratégique ? Les Néerlandais ne voient pas ce plan comme un recul, mais comme une forme d'adaptation. Nous allons vers une approche où l'eau n'est pas tout à fait considérée comme une amie, mais comme quelque chose entre un ennemi et un ami. Certains quartiers de Rotterdam se trouvent à plus de 6 mètres au-dessous du niveau de la mer. À Rotterdam, nous n'avons pas la place de construire de nouveaux canaux. Il a fallu inventer autre chose. Ici, nous avons choisi de stocker l'eau dans le sous-sol. La municipalité a profité de la construction de ce parking souterrain pour installer un réservoir de 9,5 millions de litres. 10 fois par an, de fortes pluies entraînent l'ouverture des valves. Le réservoir se remplit. On évite ainsi les inondations et on empêche les eaux non traitées de se déverser dans le port. La ville a aussi créé des aires de jeu entourées de murs et de gradins qui peuvent faire office de bassins de rétention. Quand il pleut, le terrain se remplit. Les enfants adorent ça. Ils mettent leurs bottes et ils courent patauger. Il y aura bientôt près de ce lycée un système similaire mais en plus élaboré. Quand il pleut, les terrains de sport se remplissent. Ils conservent l'eau jusqu'à ce que les pompes et les égouts puissent les absorber. Garder les pieds au sec a toujours été la grande priorité des Néerlandais. Au fil des siècles, ils ont découvert une vérité capitale. Lutter contre l'eau comme s'il s'agissait d'un ennemi mortel est aussi vain que de se battre contre des moulins à vent. Pour New York, le temps presse. Car non seulement les eaux montent, mais les prochains ouragans pourraient être plus destructeurs. La puissance de Sandy a suscité nombre d'interrogations. Ce monstre était-il le produit du changement climatique ? Je ne sais pas si cet ouragan est dû au changement de climat, mais une chose est sûre, le réchauffement augmente la probabilité de phénomènes climatologiques extrêmes. Selon certains modèles climatiques, le nombre d'ouragans pourrait diminuer. Mais ceux qui se formeront seront plus puissants que ceux d'aujourd'hui. Tous les modèles et théories semblent s'accorder sur un point. La fréquence des phénomènes de haute intensité de catégorie 3, 4 ou 5 devrait augmenter. Les ouragans sont d'immenses moteurs thermiques alimentés par l'évaporation des eaux chaudes à la surface des océans. Si le climat se réchauffe, il y a davantage d'évaporation, et donc des tempêtes plus puissantes.
À l'heure actuelle, lors des plus puissants ouragans, les vents de surface atteignent environ 320 km/h. On peut imaginer que dans un siècle, les ouragans de cette catégorie généreront des rafales de 350 km/h, soit une augmentation de 10%. Cette différence n'est pas anodine. Quand la vitesse du vent augmente, les dégâts augmentent de façon exponentielle. Il serait donc plus puissant que les ouragans actuels. C'est très inquiétant. Des ouragans plus puissants, des eaux qui montent. Ne serait-il pas plus raisonnable de battre en retraite? Ce sera inévitable dans de nombreuses régions. La Floride est condamnée. Ce n'est pas pour aujourd'hui, pour l'an prochain ou dans 10 ans. Mais dans 200 ans, la péninsule sera une grande piscine. Année après année, on investit dans des projets coûteux, comme le rechargement des plages en sable. Mais pourquoi protéger un mode de vie qui n'est pas durable? Aujourd'hui, il est utile de déverser du sable sur les Rockaway, mais ce n'est pas une solution qui peut perdurer sur 30 ou 35 ans. L'État indemnise sans vision d'ensemble. On encourage ainsi à reconstruire au bord de l'eau, à l'endroit même où Sandy a détruit ou endommagé 30 000 résidences et entreprises. À Broad Channel, les polices d'assurance ont atteint des sommets. Dan Mundy craint que cela ne signe la mort de sa ville. Ce sont des gens qui travaillent. Ils prennent les transports chaque jour pour se rendre au bureau. Ils gagnent 60 ou 65 000 euros par an. Ils arrivent tout juste à payer leur crédit. Cette charge supplémentaire risque de devenir insurmontable. C'est l'une des innombrables difficultés nées dans le sillage de Sandy. Quand elle a le dos au mur, l'Amérique sait réagir. C'est un problème extrêmement vaste qui touche beaucoup de secteurs économiques. Cette catastrophe est notre chance de changer la donne. Ces phénomènes extrêmes nous permettent d'envisager les problèmes de manière globale. Il faut être vigilant. Parce que nous allons connaître pire que Sandy. J'en suis persuadée.